Bonjour à tous, donc je suis Laure Dastor, directrice générale de l'Alliance pour la préservation des forêts. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui les grandes lignes du règlement européen de lutte contre la déforestation importée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter le règlement, je souhaitais simplement donc, vous présenter l'Alliance pour la préservation des forêts. Alors qui sommes-nous? Nous sommes un collectif d'entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement. Et notre mission, c'est de rallier au sein d'une coalition tous les acteurs des filières qui vivent de la forêt ou dont l'activité a un impact sur elle, afin à la fois d'inventer et de soutenir des modes de culture et de gestion assurant durablement sa préservation. Alors, quels sont les 4 leviers que nous disposons pour agir? Le premier, ça va être d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement en vue d'atteindre cet objectif zéro déforestation. Le deuxième levier d'action, ça va être d'expérimenter et de soutenir des projets de recherche et d'innovation sur le terrain afin d'accompagner la transformation dans les territoires, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Le troisième levier d'action, ça va être d'agir sur les politiques publiques à la fois au niveau national et au niveau européen afin de s'assurer que les matières premières que nous importons en Europe ne soient pas issues de la déforestation. Et le quatrième levier d'action, ça va être d'informer et d'engager les consommateurs dans la lutte contre la déforestation importée. Alors aujourd'hui, l'Alliance pour la préservation des forêts compte plus de 40 membres, principalement dans l'agroalimentaire, et un tiers sont des acteurs du café. Alors pourquoi rejoindre l'Alliance? C'est pour lutter ensemble, collectivement, contre la déforestation importée via des sourcings plus responsables. Et pour vous donner quelques chiffres clés, la déforestation, c'est 420 millions d'hectares de forêts qui ont disparu ces 30 dernières années. C'est absolument énorme. Comme vous le savez, la déforestation a à la fois un impact sur le climat, puisque c'est l'une des principales causes du réchauffement climatique en raison des émissions de gaz à effet de serre. Mais la déforestation a aussi un impact sur la biodiversité, puisque les forêts y regroupent à peu près 80% de la biodiversité mondiale. Et donc, face à ce fléau, quelques pays européens, dont la France, se sont mobilisés et ont poussé l'Union européenne à prendre cette réglementation de lutte contre la déforestation importée. Alors, je vais vous présenter ce règlement. Il est entré en vigueur l'été dernier et il entrera en application au 1er janvier 2025. Donc, les entreprises ont encore quelques mois, notamment pour les PME qui ont jusqu'à juin 2025, pour se mettre en conformité avec ce règlement. Alors, comment fonctionne ce règlement? Il concerne 7 matières premières ainsi que leurs produits dérivés, naturellement le café, mais aussi le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le soja, le bœuf et le bois, ainsi que des produits dérivés comme le cuir ou encore des produits d'ameublement. Le règlement vise à protéger uniquement les forêts. Il y a une forte mobilisation des ONG, notamment de l'Alliance, pour étendre le champ d'application de ce règlement pour aussi préserver les écosystèmes naturels comme les savanes et les mangroves. On pense notamment au cerrado, aussi brésilien, qui est largement menacé, pour que ce règlement puisse aussi protéger ces écosystèmes naturels. Donc, les entreprises auront l'obligation de réaliser une diligence raisonnée, c'est-à-dire de tracer la commodité jusqu'à la parcelle, jusqu'à l'origine, et s'assurer que cette matière première n'est pas issue de la déforestation après le 31 décembre 2020. Alors, quel va être le rôle notamment des États membres? La France et les autres pays de l'Union européenne auront en charge de désigner une ou plusieurs autorités compétentes. Donc, la France aujourd'hui a désigné une double compétence, à la fois du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Transition écologique. Et les États membres auront aussi en charge de définir les sanctions. Quant à la Commission européenne, elle aura pour mission d'établir un classement des pays producteurs à risque de déforestation. Ce classement est actuellement en cours de réalisation. Il y aura 3 niveaux pour ces pays. Ils seront classés en fonction de s'ils sont à fort risque de déforestation, standard ou faible risque de déforestation. La Commission européenne a aussi
pour objectif de mettre en place un système d'information sur lequel vous devrez déposer votre diligence raisonnée et mettre un certain nombre d'informations en ligne. Donc ce système d'information a été développé par la Commission européenne et il y aura donc des sessions de formation à partir du mois d'octobre pour la prise en main de ce système d'information. Et enfin, la Commission européenne a aussi pour mission de développer des stratégies de coopération avec les pays producteurs pour les accompagner dans cette transition et les aider à se mettre en conformité avec ce nouveau règlement. Il faut savoir que le texte de ce règlement donc sera amené à être révisé donc, 2 ans après l'entrée en vigueur, puis 5 ans. Et donc cette révision concernera à la fois le périmètre des commodités concernées, donc qui pourra être étendu, élargi, et aussi sur le périmètre des écosystèmes donc préservés. Aujourd'hui, c'est uniquement les forêts, mais on espère que demain, ce règlement aussi couvrira et protégera les autres écosystèmes naturels. Alors, quelles sont les obligations donc, pour les entreprises? On va y venir. Donc, les entreprises auront l'obligation donc, de réaliser cette diligence raisonnée donc, en 3 étapes. Donc, tout d'abord, étape 1, recueillir un certain nombre d'informations. Deuxième étape, évaluer le risque. Et enfin, atténuer ce risque. Donc, quelles seront donc, les informations à recueillir et donc à mettre donc, sur cette plateforme, ce système d'information qu'a développé la Commission européenne? Il va falloir donc, décrire donc, le produit, indiquer sa quantité, l'origine, la provenance du pays, la date ou la période de production, les contacts des fournisseurs. Très important, la géolocalisation des parcelles, donc d'où provient la matière première d'origine, et toute information qui atteste que ce produit est légal et n'est pas issu de la déforestation. Ensuite, il va falloir évaluer donc, le risque de déforestation en fonction à la fois de la zone d'approvisionnement, mais aussi du produit. Donc, au niveau des zones d'approvisionnement, il va falloir regarder donc, quel est le niveau de risque, notamment par rapport à ce classement des pays producteurs que doit développer la Commission européenne. Il va falloir regarder s'il y a une présence ou non de forêts, prendre en compte à la fois donc, les droits de l'homme et les droits des populations autochtones et donc, regarder effectivement si des experts ont publié des rapports, si des ONG, la société civile ont publié donc, des rapports qui vont vous aider à voir si c'est effectivement cette zone où votre matière première est à risque. Il va falloir également regarder effectivement le produit, donc la matière première en elle-même. Voilà, parfois les chaînes d'approvisionnement sont complexes et il va falloir regarder donc toute information pertinente qui va pouvoir vous permettre d'évaluer donc le niveau de risque, notamment voilà, si c'est un produit certifié, s'il y a donc voilà, des audits ou des tierces parties qui ont réalisé des rapports sur donc, la zone de production. Alors, si le risque de déforestation n'est pas considéré comme nul ou négligeable dans l'analyse de risque, l'opérateur devra adopter des mesures et des procédures pour atténuer ce risque. Donc, l'entreprise devra, par exemple, mettre en place des systèmes d'audit, des enquêtes, accompagner ses fournisseurs dans la transition et éventuellement mettre en place des démarches de certification. Alors, qui va être concerné par cette diligence raisonnée? Ce sont les opérateurs et les commerçants. Donc, ce sont les importateurs de matières premières en Europe, ainsi que les personnes qui vont mettre sur le marché ces matières premières. Donc, elles auront l'obligation de réaliser cette diligence raisonnée et de la mettre en ligne sur la plateforme de la Commission européenne. Quant aux TPE-PME, elles auront l'obligation, donc jusqu'à juin 2025, de récupérer le numéro des diligences raisonnées. Donc ça, c'est si vous êtes une TPE-PME et que vous importez en Europe. Donc si vous passez par un importateur type Belco ou autre, vous aurez uniquement à récupérer le numéro de déclaration de diligence raisonnée. En revanche, si vous faites du direct trade, c'est-à-dire que vous-même vous importez directement en Europe, même si vous êtes une PME, vous aurez l'obligation de réaliser cette diligence raisonnée. Alors, en quoi consiste ce système d'information, donc cette plateforme qu'a développée la Commission européenne? Donc, les déclarations doivent se faire pour les produits importés ou alors exportés depuis l'Europe. Donc, vous devrez intégrer toutes ces informations dans le système d'information. Chaque déclaration va générer donc un numéro unique.
Les informations, alors toutes les informations que vous avez à déclarer sont listées dans l'annexe 2 du règlement. Donc c'est très clair, vous avez une liste qui est donc indiquée dans l'annexe 2. Vous avez la possibilité de faire référence à d'autres déclarations. Et enfin, vous avez la possibilité de charger les fichiers relatifs à la géolocalisation. Parce que ça avait été un point aussi de discussion entre les entreprises et la Commission européenne. Puisqu'en fait, au début du système d'information, en fait, il fallait quasiment manuellement en fait, définir sa zone de géolocalisation. Là, il y a des systèmes vraiment qui sont faits pour que vous puissiez, voilà, pour vous faciliter la vie et pour juste uploader en fait, le fichier, votre fichier Excel en fait, sur la plateforme de la Commission. Alors, quels vont être les contrôles et les sanctions? Donc, au niveau des contrôles, donc, je vous indiquais que la Commission européenne donc, a prévu, donc, enfin, c'est en cours de réalisation, va réaliser un classement des pays producteurs. Donc, s'ils sont à fort risque de déforestation, il y aura 9% de contrôle, donc, ce qui est absolument donc, énorme. Pour les pays standards, donc, ce sera 3%. Et donc, si votre matière première provient d'un risque à faible niveau de déforestation, il y aura seulement 1% de contrôle. Alors, il faut savoir qu'au 1er janvier 2025, ce classement ne sera probablement pas encore connu des entreprises. Donc, la Commission européenne a convenu qu'au démarrage, tous les pays étaient considérés comme standards. Et au niveau des sanctions encourues, elles peuvent être assez lourdes. Donc, elles vont être définies donc, par chaque État membre. Donc ça peut aller d'une amende jusqu'à 4% de son chiffre annuel européen. Ça peut aller jusqu'à la confiscation de sa marchandise. Ça peut aller jusqu'à la confiscation des revenus issus de la transaction. Et enfin, l'exclusion temporaire de marchés publics. À date, nous ne connaissons pas encore les sanctions que vont mettre en place la France, mais voilà, ce sera connu dans les prochains mois. Alors, comment se préparer donc, à l'entrée en vigueur de ce règlement? Alors, au niveau européen, la Commission européenne a mis en place une plateforme multi-acteurs à laquelle l'Alliance pour la préservation des forêts participe. Donc, ça nous permet effectivement de faire redescendre vraiment au fil de l'eau les informations à nos membres pour les tenir informés des dernières, des dernières informations de la Commission européenne concernant ce règlement. Il y a aussi des groupes de travail thématiques qui ont été mis en place auxquels nous participons, donc notamment un groupe de travail sur les petits producteurs, sur la traçabilité. Il y a eu aussi un groupe dédié sur le cacao. Et il y a aussi un FAQ, donc un question-réponse, parce que ce règlement, évidemment, a suscité énormément de questions de la part donc, des opérateurs. Donc, la Commission européenne donc, recense l'intégralité de ces questions et y répond dans un questionnaire qui est disponible en ligne sur le site de la Commission. Alors, on devait avoir un update courant cet été au mois de juillet, mais que nous attendons toujours. Donc, il y a toujours en fait, des questions qui sont en suspens, mais la Commission européenne s'efforce d'y répondre. Et au niveau français, donc c'est la commission, le CGDD, donc la commission générale du développement durable, qui est en charge de récupérer aussi toutes les questions des acteurs français pour les faire remonter à la Commission européenne. Le CGDD organise aussi des réunions d'information pour faire redescendre au maximum l'information auprès des opérateurs français. Et elle a aussi mis en place des groupes de travail sectoriels pour aider à la fois les entreprises à se mettre en conformité avec ce règlement. Voilà, donc écoutez, merci pour votre attention. Si vous avez peut-être des questions par rapport à ce règlement, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Des questions sur ce règlement qui va quand même pas mal chambouler la vie des importateurs de café. Hein. Je ne sais pas si vous percevez tous les enjeux pour les importateurs, soit indirects, soit directs. Puisqu'on a vu, moi ce qui m'a interpellée, c'est de plus en plus de petits torréfacteurs aujourd'hui veulent essayer d'avoir des relations directes avec le producteur. Or, si je comprends bien, tous ces petits torréfacteurs vont avoir besoin de récupérer ce numéro de comment
Voilà, c'est le numéro de la déclaration. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes une PME et que vous passez par un importateur, l'importateur peut vous délivrer ce numéro puisque lui-même aura fait ce travail de déclarer en fait sur la plateforme. Mais en revanche, si vous êtes une PME et que vous ne passez pas par un importateur, donc c'est-à-dire que vous faites de l'importation en direct, vous aurez l'obligation, même si vous êtes une PME, de faire cette déclaration de diligence raisonnée. Voilà. Ça, c'est quand même. Je pense qu'aujourd'hui, en France, parmi tous les torréfacteurs français, donc certains font du direct producteur, peut-être tout le monde n'est pas encore au courant. Voilà. Bonjour Carolina. Est-ce que tu connais des entités ou des, je sais pas s'il y a des organisations qui peuvent aider les petits importateurs à gérer tous ces cahiers de charges? Parce que ce que j'entends, c'est que les grands importateurs, ils ont du personnel pour bien correspondre à toute cette demande. Mais les petits importateurs, moi, je suis vraiment très petite, je ne vais pas passer par le grand importateur. Je vais continuer à travailler avec les petits producteurs, mais je peux faire un petit cahier de charges, mais il n'y a pas des endroits où je peux me renseigner pour un peu valider ce que je mets en place. Qu'est-ce que tu suggères pour les petits importateurs? Ben alors pour les petits, c'est une des raisons, je pense, Carolina, pourquoi tu as rejoint l'Alliance, c'est que nous, en fait, on fait ce travail, en fait, de vous aider, de vous accompagner. On a des grosses entreprises, mais on a aussi, effectivement, plein de petites PME pour vous informer et vous aider, en fait, dans ces démarches. Et c'est vrai qu'à ce stade, même si, effectivement, le règlement doit entrer en vigueur au 1er janvier 2025, on n'a pas encore toutes les informations. Là, effectivement, on est dans une phase où on demande aux partenaires de notre écosystème, comme il y a un certain nombre de labels, donc là, on a une série de webinaires où justement les labels vont nous présenter leur démarche parce qu'effectivement, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en conformité. Et il y a un vrai aussi enjeu de l'autre côté, petits producteurs, pour les inclure en fait dans ce système. Et donc là, récemment, il y a eu des interventions effectivement de pays producteurs, puisque l'échéance arrive vite. Donc certains pays producteurs, on a eu notamment le témoignage du Ghana, qui eux-mêmes ont mis en place des systèmes de traçabilité, des plateformes sur lesquelles en fait ils vont recueillir, donc ils accompagnent les petits producteurs pour qu'ils déclarent un certain nombre d'informations sur ces plateformes, pour être prêts et pour que ce soit plus facile pour les opérateurs européens de recueillir l'information. Alors tous les pays producteurs n'en sont pas au même stade d'avancement. Le Brésil laisse sous-entendre effectivement qu'ils sont plus ou moins prêts, qu'ils ont mis en place des systèmes. L'Indonésie aussi qui était plutôt réticent parce qu'effectivement la plupart des pays producteurs étaient un peu vent debout parce que ça risquait d'exclure tout un pan de petits producteurs. Mais voilà, le règlement est entré en vigueur, donc il y a des choses aussi qui sont mises en place dans les pays pour accompagner aussi les petits producteurs. Mais voilà, il y a plein d'outils qui sont en train de se développer, de méthodologies, et donc ça, c'est ce qu'on partage au sein de l'Alliance, justement, pour vous aider dans ces démarches. Oui, non, mais c'est très théorique parce que pour l'instant, en fait, la Commission européenne travaille encore et vous n'êtes pas sans savoir aussi que certains pays comme les États-Unis, en fait, souhaitent retarder, en fait, reporter en fait ce règlement européen. Donc il y a aussi des enjeux politiques, mais les signaux qu'on a aujourd'hui, voilà, de la Commission européenne et la France, c'est que ils sont au travail et donc la prochaine étape, c'est qu'au mois d'octobre, vous aurez la possibilité effectivement d'avoir des sessions de formation pour prendre en main ce système d'information et être prêt effectivement au 1er janvier 2025 pour les gros opérateurs et juin 2025 pour les plus petits. Alors moi j'ai une autre question, Laure. Donc c'est un règlement européen qui s'applique donc à tous les pays européens qui importent donc des produits. Est-ce que ça veut dire que si je suis français et je vais acheter mon café vert en Belgique ou un autre pays européen, je ne suis pas tenue à regarder ce règlement? Est-ce qu'il y aurait un... Ah oui, des échappatoires, c'est ça? Oui. Ou en tous les cas, est-ce qu'on risque d'avoir ce type de questions? Parce que est-ce qu'on doit quand même, en important du café du Brésil, mais qui est finalement que moi j'achète sur une plateforme belge ou oui.
Voilà, les opérateurs qui sont concernés, c'est vraiment les importateurs en première ligne qui importent donc ces matières premières depuis le pays producteur. Donc c'est vraiment eux qui auront l'obligation de faire cette déclaration. Et ceux qui mettent sur le marché. Donc ça veut dire que si vous êtes voilà, une PME qui voilà, met en place, enfin voilà, met sur le marché, donc vend en direct aux consommateurs du café vert, vous êtes concerné. Sauf que si vous passez par un gros importateur, vous aurez juste à récupérer ce numéro donc, de déclaration de diligence raisonnée. Mais si vous faites du direct trade, voilà, là, en revanche, il faudra faire ce travail de diligence raisonnée qui peut être un petit peu lourd, mais je pense que ce qui va se développer, c'est qu'il va y avoir du conseil, des consultings, etc. Je pense que l'Alliance en fera partie pour vous accompagner aussi dans les déclarations de diligence raisonnée. Bonjour. Bonjour. Une question par rapport à la question qui vient de poser. Est-ce que les opérateurs non européens ont accès à cette plateforme pour faire la déclaration? Par exemple, si j'achète un café à un trader en Suisse, est-ce que le trader en Suisse a accès à la plateforme et lui-même peut faire le processus de diligence pour avoir le numéro? Alors pour l'instant, voilà, la Suisse n'étant pas totalement dans l'UE, il y avait un petit débat sur la Suisse pour savoir effectivement les produits, parce que notamment ça se posait la question pour les questions en fait transformer du bois, qui pourrait éventuellement, voilà, par des moyens détournés, arriver par des pays à faible risque de déforestation. Mais il y a quand même une volonté effectivement de la Suisse d'être voilà, d'être dans les clous et de répondre à ce règlement européen. Mais voilà, c'était quelque chose qui est encore à l'étude. Donc effectivement, ça va dépendre voilà, du pays en question, mais en tout cas, voilà, des pays, enfin voilà, importer en France des pays qui viennent du Brésil, de l'Indonésie, etc. Là, vous tombez sous le coup de la réglementation. Bonjour. Vous parlez de tout le circuit d'information qu'il va falloir mettre en place, mais par rapport aux objectifs de zéro déforestation, ça n'est que le thermomètre, c'est pas ça qui fait baisser la fièvre. Et donc, est-ce que vous travaillez aussi sur la transformation des chaînes d'approvisionnement et des modes de production des producteurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de déforestation, que le café les modes de production du café se transforment suffisamment pour ne plus être source de déforestation? Oui, alors bien sûr, oui. Oui. Alors oui, évidemment, nous n'avons pas attendu le règlement pour nous mettre au travail. En fait, ça fait 10 ans que l'Alliance existe et donc il rassemble des entreprises voilà, qui sont engagées dans la lutte contre la déforestation. Et donc on travaille avec tout l'écosystème, hein, que ce soit les pouvoirs publics, les ONG, les scientifiques. Et donc au contraire, nous, on a contribué aussi à pousser cette réglementation au niveau européen. Déjà, on l'a fait au niveau français parce que la France était donc en 2018 est le premier pays européen à s'être doté d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation. Mais effectivement, c'est un problème à l'échelle mondiale. Donc il fallait une réglementation européenne pour encadrer les choses et pousser donc les acteurs dans la même direction. Mais effectivement, on est loin encore d'avoir gagné la bataille, mais ça nous permet aussi d'avoir un cadre parce que jusqu'à présent, on avait des entreprises volontaires qui voulaient bien faire et d'autres qui continuent à se sourcer de matières premières conventionnelles. Donc il y avait un vrai enjeu, enfin ce cadre réglementaire va permettre d'avoir, voilà, ça va être les mêmes règles du jeu pour tous, mais évidemment ce travail il a été engagé depuis déjà plus de 10 ans par des acteurs dont l'Alliance et effectivement le travail continue aussi sur le terrain. Une dernière question, puisque là on a déjà dépassé un petit peu, mais allez-y. Merci. Hermanana du Cameroun. Oui. Nous sommes producteurs de café, bien sûr. Le marché européen consomme essentiellement toutes nos productions. Ma question va dans le sens de comprendre un peu quelles dispositions seront prises par le marché européen, notamment pour le café issu des zones, par exemple, savaneuses, ou encore les vieilles jachères, parce qu'il y a également cette disposition qui interdit notamment la création de plantations au 31 décembre 2020. Donc, pour le cacao, encore le café issu des vieilles jachères, des plantations régénérées par des caféières, quelles dispositions seront prises pour ce produit?
Oui, alors effectivement, vous avez raison. En fait, il y a vraiment cette cut-off date. Donc, c'est l'importation de produits issus de la déforestation après décembre 2020. Tout ce qui a eu lieu en fait avant décembre 2020, en fait, vous pouvez donc le mettre, l'importer en fait en Europe et ce sera considéré comme zéro déforestation. Donc effectivement, il faut bien prendre en compte cette cut-off date qui a fait l'objet effectivement de beaucoup de débats, mais bon, il valait bien s'arrêter sur une cut-off date donc du 30 décembre 2020. Mais alors vous parlez effectivement. Donc nous, l'Alliance, on est très en lien avec le Cameroun et notamment avec tous les acteurs du bassin de la coalition du Congo. Donc on a mis en place, on vient de lancer là un partenariat notamment avec le WWF. Ce qui peut être intéressant aussi à savoir sur notamment, ça va être un laboratoire sur les certificats biodiversité, parce que jusqu'à présent, alors j'élargis un peu le sujet, mais voilà, il y a eu beaucoup de discussions sur les certificats carbone, mais on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut mesurer en fait l'impact biodiversité des opérateurs. Et voilà, donc je m'arrête là, mais je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Merci beaucoup Laure. On est obligé d'arrêter, mais vous voyez que c'était un point d'attention qu'on souhaitait vous faire dans le cadre des conférences du Paris Coffee Show. On en reparlera en tous les cas au sein du collectif Café pour tous les adhérents. C'est un sujet qui est vraiment primordial au niveau réglementaire. Hélas, on n'est pas dans le goût et on n'est pas dans ce qu'on a l'habitude de parler ici sur la dégustation de bon café, mais là c'est vraiment un sujet qui tient à cœur et qui va dans le bon sens, hein, on s'en rend compte, mais avec pour les tout petits importateurs des contraintes très importantes. Merci beaucoup, on applaudit. Merci Marie-Hélène, merci à vous. Voilà, hop.